Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est le retour d'un format qui avait été le premier sur ma chaîne, à savoir une vidéo qui parle d'un réalisateur qui est sous-coté et ou prometteur. Aujourd'hui, on va parler de Richard Stanley, un réalisateur d'origine sud-africaine qui a des influences qui vont de Terminator à Lovecraft en passant par le western ou encore le Grand Guignol. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de chaque film, parce que le but c'est d'explorer sa filmographie, son style, ses thématiques, ses obsessions, enfin bref, son œuvre quoi. Et je vais aussi bien sûr ne pas du tout vous spoiler, le but c'est de vous recommander tous les films présents dans la vidéo, sauf ceux qui sont vraiment mineurs, mais bon, en tout cas la grande partie de son œuvre. Bon, après si vous me connaissez, vous savez que je peux pas m'empêcher de rentrer un peu dans les détails, en tout cas c'est garanti sans spoiler. Alors d'où vient-il ce monsieur? C'est le descendant d'un célèbre explorateur, Sir Richard Morton Stanley, et c'est aussi le fils d'une dame qui s'appelait Penny Miller, qui était anthropologue et qui a exploré l'Afrique méridionale afin d'étudier les différentes traditions des peuples et des tribus. Et elle est notamment connue pour avoir écrit et documenté le folklore autour de la sorcellerie en Afrique méridionale. Pendant son enfance et sa jeunesse, la magie faisait partie intégrante de sa vie. Peut-être que vous ne le savez pas, mais sur tout le continent africain, la magie est très répandue. Les croyances en divers folklores liés à la sorcellerie sont aussi très répandues encore aujourd'hui. Et forcément, il a baigné là-dedans, ça l'a influencé, que ce soit sur le point de vue personnel ou artistique, et on va en reparler plus tard. Il a ensuite fait des études en anthropologie, donc comme sa mère, pour ensuite immigrer à Londres, au Royaume-Uni, pour fuir la guerre en Angola. Petit rappel, un anthropologue, c'est celui qui étudie les comportements des populations, des peuples tout simplement. Et ça, c'était dans les années 80. Et c'est aussi à cette période-là, début 1980, que ses premiers courts-métrages voient le jour. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais il y a 3 premiers courts-métrages qui sont quand même assez symptomatiques de ce qui va arriver par la suite. Le premier en 1983, il s'appelle Rites of Passage. Ça montre tout simplement des rites de passage dans certaines tribus africaines, et ça les compare aux occidentaux. En 1985, il fait le court-métrage Incident in a Expanding Universe, qui est en fait un travail préparatoire pour ce qui sera ensuite son premier long-métrage en 90, dont on va parler plus tard, qui se passe dans un univers cyberpunk. En 86, il fait In a Season of Soft Rain, qui est un court-métrage de tueur en série qui est aujourd'hui totalement perdu et qui n'a jamais terminé. Donc ces 3 courts-métrages sont quand même assez représentatifs de ce qu'il va faire par la suite, à savoir de la science-fiction, un intérêt assez fort pour le rapport à l'homme et à la magie, et aussi l'implication de tueurs en série. Mais il n'y a pas que ça. Il a aussi un très fort amour, un intérêt en tout cas, pour la musique, et en particulier le rock'n'roll. Et à cette même période, autour de 1986, il va réaliser plusieurs clips pour des groupes de rock'n'roll anglais, notamment Fields of the Nephilim et Public Image Limited par exemple. Et ça aussi, vous allez le voir, ça a un fort impact sur sa filmographie. À la fin des années 80, il est une nouvelle fois confronté à la guerre, puisqu'il part filmer le conflit entre l'URSS et l'Afghanistan sur le territoire afghan. Et c'est là aussi qu'il y a la thématique générale de sa filmographie, qui je pense vient de là, en tout cas vient de ce rapport à la guerre, à savoir la capacité des humains à s'autodétruire. Et on arrive en 1990 où il nous dévoile son premier film, à savoir Hardware. C'est un film de science-fiction horrifique qui se passe dans un univers post-apocalyptique aux allures cyberpunk. C'est l'histoire de Moses, qui se fait appeler Mo, qui offre un cadeau à sa copine Jill. Il s'agit d'un vieux robot en pièces détachées, car celle-ci est une artiste qui travaille le métal. Assez rapidement, on comprend que c'est un cadeau empoisonné, qui peut se transformer en machine de guerre, machine à tuer, à tout moment. On a un style de réalisation assez marqué, avec beaucoup de mouvements, des travelling et des panoramiques qui insistent beaucoup sur les décors, sur l'environnement. On a des compositions de cadres qui sont travaillées parfois minutieusement, avec les top shots qui reviennent assez régulièrement et aussi des gros plans. Une photographie, un travail sur la lumière qui est très pop, avec beaucoup de couleurs, et parfois même des couleurs qui sont dédiées à une séquence, une scène entière. La musique de ce film est absolument sublime, il y a un vrai soin qui est apporté sur la cohérence par rapport à la musique et par rapport à ce que l'on voit. On a beaucoup de rock, mais aussi pas mal de synthétiseurs typiques des années 80, et même de la musique classique. En tout cas, la musique est toujours bien utilisée, toujours bien placée. Il y en a plusieurs moments dans le film qui sont clipesques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue, ça ressemble à un clip, et on sent là quand même la forte influence du réalisateur, qui est aussi un réalisateur de clips. Mais la musique n'est pas présente que de manière musicale, puisqu'il y a aussi la présence de stars du rock'n'roll anglais des années 80 dans le film, notamment la voix de Iggy Pop, et l'apparition de Carl McCoy,
et Lemmy Kilmister dans des rôles secondaires dans de la figuration. Weather Control tell us it'll probably hit 110 downtown before nightfall. As for the good news, there is no fucking good news. So let's rock with one of our golden oldies. On sent aussi que c'est un réalisateur cinéphile, car il y a un véritable mélange de genres, ou en tout cas des influences de différents genres qui opèrent dans le film. Il y a des parties qui sont totalement de l'ordre du western, d'autres plus du slasher, et il y a même carrément une première partie du film qui est de la pure science-fiction post-apocalyptique avant que l'horreur ne surgisse. Sinon, de manière plus précise, j'ai pu repérer des influences de films, notamment Terminator, Predator avec la fameuse vision infrarouge, qui est liée au regard du tueur, et aussi sur certains plans, il me semble avoir vu quand même du Nightmare on Elm Street, notamment sur les gros plans. Et encore ça, c'est ce que moi j'ai pu repérer, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. La thématique générale du réalisateur est déjà présente dans ce film, et pas qu'un peu. Il s'agit de la fin de l'humanité, de l'autodestruction de celle-ci, ou en tout cas de la destruction, de l'anéantissement de l'humanité par quelque chose qui la dépasse largement. On a aussi des effets spéciaux pratiques qui sont très qualitatifs, et ça dès son premier film, alors qu'il avait un budget très serré de moins d'1 million de dollars. Mon avis personnel sur ce film, c'est que malgré de gros soucis narratifs et un méchant qui est quand même pas mal sous-exploité, je trouve que c'est un film qui devrait être culte pour n'importe quel fan de films de science-fiction et d'horreur des années 80 qui se respecte. So what? You gonna let them win? No, You gonna lay down and die? I want to live. Of course you wanna live. En 1993, il nous sort Dust Devil, son deuxième long métrage également produit par les frères Baldwin. Il s'agit d'un thriller horrifique et fantastique, le tout dans une ambiance de Far West. Ce film, c'est un retour à ses origines puisque c'est un film sud-africain qui est quand même en grande partie tourné en Namibie et aussi un peu en Afrique du Sud. On retrouve un soin apporté à la musique, notamment aux choix musicaux, et aussi ici en plus au sound design de manière générale, qui est un véritable élément narratif. Le pitch rapide de ce film, ça pourrait être qu'il y a un tueur aux allures de cow-boy, accompagné ou en tout cas habité par une entité démoniaque qui s'en prend aux âmes égarées dans le désert namibien. On a toujours ce style de réalisation assez clipesque, toujours en mouvement, qui filme ici l'environnement, le désert du coup, presque comme si c'était un personnage à part entière. Et j'ai envie de dire, il le filme comme personne, même si j'avoue que ça c'est une phrase de cinéphile un peu prétentieux, mais en tout cas je trouve que c'est vrai pour ce film-là. Il aime montrer l'homme tout petit dans des environnements naturels littéralement immenses. Là aussi j'ai pu repérer des références à d'autres films, cette fois-ci peut-être un peu plus évidentes, et notamment Le Bon, la Brute et le Truand, Lost Highway de David Lynch ou encore Psychose, et il y a toujours cette fameuse vision thermique du Predator qui en fait au fil du temps devient une sorte de gimmick du réalisateur pour représenter le point de vue du tueur. L'élément fantastique est certainement lié au folklore local de la Namibie qu'il a dû sûrement connaître quand il était jeune avec sa mère. But do you believe in magic? You mean magic as in classic demonology? Shape-shifting, raising the dead, all that? I don't think such things are possible, Sergeant, do you? Il y a aussi beaucoup plus de composition de plans travaillés et aussi avec beaucoup de symbolique dans la composition même du plan. Et là, je pense que c'est peut-être, en tant que cinéphile, une influence du cinéma classique hollywoodien, mais après ça c'est qu'une théorie venant de ma part. Dans ces symboliques, il y en a beaucoup qui sont des symboles assez évidents à la Bible, notamment en représentation de l'enfer, du bien, du mal, de l'âme torturée, du démon, etc., etc. Mon avis sur ce film, c'est que je pense que c'est un bon film, mais qui aurait pu être génial s'il n'avait pas tous ces soucis narratifs qui ne sont pas des petits soucis, hein, vraiment, et c'est des gros problèmes d'écriture qui entachent vraiment la qualité du film, à mon sens. Il y a trop d'explications de la part des personnages sur l'élément fantastique folklorique, qui sont parfois en plus un peu bancales. Vers la fin du film, même si le final est quand même vraiment bien, il y a de grosses baisses de rythme, et en plus de ça, parfois on privilégie le spectaculaire à la cohérence, ce qui est des fois un peu agaçant, on va pas se le cacher. Mais malgré tout ça, je vous le recommande à 100%, c'est une véritable petite pépite méconnue du cinéma de genre, et avec ce film, je trouve que Richard Stanley nous propose quelque chose de vraiment original. Et si vous voulez le voir, en fait, il faut regarder la version de 2006 du DVD, parce qu'apparemment, l'éditeur Miramax avait charcuté le film à l'époque de sa sortie. The people of the great Namib have another name for those violent winds that blow from nowhere. They call them Dust Devils. Ensuite, en 1986, il s'attaque à la réalisation du long métrage L'île du Docteur Moreau, qui était censé être son troisième long métrage, avec un budget colossal par rapport aux autres, sauf que celui-ci s'est arrêté en cours de production. C'est l'adaptation du célèbre romancier H.G. Wells,
notamment connu pour avoir écrit La Guerre des Mondes, donc ça devait être quand même un projet assez gargantuesque. Mais le tournage à peine commencé, les relations entre Stanley et les deux acteurs principaux, à savoir Val Kilmer et surtout Marlon Brando, étaient catastrophiques. Marlon Brando traversait une période de sa vie qui était très compliquée personnellement, ce qui fait qu'il était littéralement insupportable sur le tournage, à tel point que le réalisateur s'est trouvé complètement dépassé par les événements et il a été viré par la production. Après que le script était totalement réécrit pour donner quelque chose qui n'avait plus rien à voir avec sa vision à lui et que ça a été attribué à notre réalisateur, Richard Stanley il s'est pas laissé faire, il s'est fait embaucher en tant que figurant, en particulier un figurant masqué qui lui permettait littéralement d'espionner le déroulement du film. Et si l'histoire vous intéresse et vous avez envie d'en savoir plus, il existe un documentaire qui est sorti en 2014 qui retrace en fait tout ce tournage de cette production catastrophique qui aurait pu littéralement élever ce réalisateur au rang de superstar ou en tout cas lui donner la reconnaissance qu'il mérite. Ensuite, en écrivant cette vidéo, j'ai découvert l'existence de 2 documentaires. The Secret Glory, qui est une analyse de la recherche du Saint Graal, enfin apparemment le vrai Saint Graal par les nazis, et The White Darkness, qui est un documentaire sur le vaudou en Haïti. Ces 2 films apparemment ont été réalisés entre 2001 et 2003. Je les ai pas vus parce qu'ils sont tout simplement dans le DVD de Dust Devil, dans les bonus, et j'avoue que je suis assez intrigué, donc bon. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ces documentaires. Ensuite, il a réalisé 3 courts-métrages. Les premiers, c'est Children of the Kingdom et La mer en perdition, sur lesquels je vais pas m'attarder parce qu'ils sont totalement perdus aujourd'hui. Et le 3e, c'est Mother of Todd. C'est un court-métrage qui fait partie d'un film à sketch. Donc, un film à sketch, c'est un long-métrage qui, en fait, est une sorte de compilation de plusieurs courts-métrages autour d'une seule et même grande thématique. Et ici, cette thématique, c'est le Grand Guignol. Si vous ne savez pas ce que c'est que le Grand Guignol, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce sujet passionnant. Mais sinon, rapidement, c'est un théâtre qui était à Paris dans les années 20 et dans les années 30 et qui mettait en scène de véritables atrocités et des choses extrêmement gore, extrêmement graphiques, avec des effets spéciaux qui étaient convaincants et même très convaincants pour l'époque. Et c'est pour ça que ça a marqué toute une génération. Et c'est aussi pour ça que c'est devenu très populaire à l'international et que beaucoup de cinéastes ont envie de lui rendre hommage. Et c'est ça que fait ce long métrage, c'est un film hommage au Grand Guignol. Mais revenons un petit peu sur Mother of Todd, donc le segment, le court métrage de Richard Stanley. C'est une adaptation d'une nouvelle écrite par Ashton Smith et qui se passe dans l'univers de H.P. Lovecraft, qui est l'un des écrivains les plus connus de la littérature fantastique horrifique, qui est le précurseur d'un genre qu'on appelle peut-être aujourd'hui soit les films Lovecraftiens, soit l'horreur cosmique. Alors le lien avec le Grand Guignol, j'avoue qu'il n'est pas forcément évident, mais je suppose que c'est une nouvelle qui devait être adaptée en pièces à l'époque du Grand Guignol. Je sais pas. C'est un bon film, on a toujours la présence de la magie. On a aussi un motif qui en fait deviendra récurrent dans ces films, qui est une scène érotique qui a lieu juste avant l'élément déclencheur, ou en tout cas qui est lié à l'antagoniste. On a aussi du body horror qui est franchement réussi, avec une créature qui est assez impressionnante, et aussi une musique qui cette fois-ci est plus mystique, mais quand même qui fait son effet. Et en fait, on est face à un film de monstre qui n'a rien à envier au film de la Universal Monster ou de la Hammer à son âge d'or. Mais bien évidemment, je ne vais pas vous montrer plus d'images ici de cette fameuse créature parce que je trouve qu'il faut la découvrir en regardant le film, sinon ça n'a aucun intérêt. Oh mon Dieu, mais c'est affreux. C'est fantastique, qu'est-ce que c'est? L'industrie du court-métrage, et en particulier les films à sketch, ont un seul principal objectif, est de populariser le réalisateur. En fait, de servir de tremplin pour ensuite pouvoir faire financer un long métrage. Et dans les films à sketch, en fait, on fait appel à des réalisateurs, on les place dans le même film à côté de grands réalisateurs. Et ici, c'est le cas de Joe Dante, qui est quand même une légende du cinéma d'horreur des années 80 et même 70. Et on peut dire que ça a marché, puisque c'est sans doute grâce à ce film qu'il a ensuite pu, quelques années plus tard, en 2019, réaliser un long métrage, toujours dans l'univers de Lovecraft, mais cette fois-ci avec un budget beaucoup plus conséquent. Il s'agit de son œuvre à ce jour que j'estime la plus aboutie. Ce film, c'est Color Out of Space, ou la couleur hors de l'espace, qui a pour tête d'affiche le fameux Nick Cage. Alors oui, c'est vrai, pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, dans la première vidéo sur ce format, on avait parlé aussi du dernier film de Panos Cosmatos, qui en fait a des similitudes avec celui-ci, à savoir l'acteur Nicolas Cage qui est aussi en tête d'affiche, et une DA autour de l'affiche du film qui ressemble beaucoup à celle de Color Out of Space, et ça c'est normal, c'est parce qu'en fait ce sont les mêmes producteurs en grande partie qui sont derrière ce film-là, mais à part ça, ça n'a pas grand-chose à voir. Il s'agit d'un film fantastique, et plus précisément d'un film d'invasion, un film, je dirais même un body snatcher, si on met de côté bien sûr qu'il s'agit d'horreur cosmique, et c'est vrai que c'est pas forcément évident de penser que c'est un film d'invasion, un film body snatcher, après le premier visionnage, parce que c'est très différent de ce qu'on peut voir ailleurs, ou en tout cas des classiques du genre. La réalisation, c'est vrai qu'ici elle est plus lisse,
On reconnaît moins le style du réalisateur par rapport aux autres films, mais il y a toujours ces grandes thématiques qui sont présentes dans le film, à savoir la présence de la magie, avec un personnage qui pratique le wiccanisme, qui, si je dis pas de bêtises, est une sorcellerie qui nous vient de Grande-Bretagne, il me semble, des âmes perdues qui sombrent dans une souffrance psychologique constante, et une entité surpuissante qui se manifeste sous plusieurs formes, qui joue avec l'invisible et qui veut anéantir l'humanité et je dirais même la planète Terre. Et c'est dans le titre du film, il s'agit d'une fameuse couleur, une chose, qui envahit le vivant et prend possession d'absolument tout, de l'eau, de la terre, des animaux, et même des sens des personnages. Elle leur procure des hallucinations visuelles, olfactives, etc., etc. Cette chose s'immisce partout et de manière très progressive, allant même jusqu'à déformer l'image du film lui-même. La force de ce film, c'est qu'il est bien écrit. Il est beaucoup moins bourrin que les films précédents et je dirais même qu'il est très subtil. Il s'agit d'une invasion lente et progressive jusqu'à un climax incroyable avec beaucoup de symbolique et de détails qu'il faut repérer. Boom, like a sonic boom and a big flash, like a pink light. Or actually, I don't even know what color it was. It wasn't like any color I'd ever seen before, and then everything just blew up. Il y a deux films dont l'inspiration paraît évidente, à savoir le fameux The Thing de John Carpenter et L'Entre la folie de David Cronenberg, qui sont d'ailleurs tous les deux aussi intimement liés à l'univers de Lovecraft. Les personnages sont bien développés, on s'attache à eux et on croit en leur relation. Cette chose dans le film qui a envahi absolument tout, on peut lui attribuer un autre niveau de lecture. Elle confronte les personnages à ce qui ne va pas dans leur vie et leur fait vivre un véritable cauchemar infernal, psychologique, qui n'en finit pas. On retrouve quelques éléments qui sont la marque de fabrique maintenant du réalisateur, à savoir la fameuse scène de sexe liée à l'élément déclencheur, les personnages reclus qui sont ici dans la forêt et non plus dans le désert, et la vision de l'antagoniste avec cette fameuse vision thermique qui ici est présente sous forme de clin d'œil. Les effets spéciaux pratiques du film sont réussis à 100%, avec un body horror qui est absolument terrifiant, dégueulasse, mais que je vais pas vous montrer ici parce que ça serait un énorme spoil. Et par contre, la CGI est quand même largement en dessous, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Personnellement, c'est un film que j'ai aimé au premier visionnage et que j'ai adoré en le revoyant. Et ça, je pense que c'est parce qu'il est un peu mindfuck, surtout à la fin, c'est un peu difficile à comprendre. Et c'est vrai que le voir une deuxième fois, ça rend le tout plus clair et plus compréhensible, ce qui me fait adorer le concept du film et adorer son dénouement final. Ça change quand même pas mal des films d'horreur actuels, tout en étant un héritier ultime au The Thing de John Carpenter. Et en plus, on a un Nicolas Cage qui est vraiment en forme. Pour conclure, ce réalisateur, Richard Stanley, il colle parfaitement au format que je voulais faire sur la chaîne. Je trouve qu'il est vraiment sous-coté et ses films méritent quand même d'être plus connus. C'est un homme qui a beaucoup voyagé dans sa vie et qui est aujourd'hui actuellement en Ariège en France, donc peut-être pas très loin de l'un d'entre vous. Il prépare son prochain film sur lequel on a assez peu d'informations, c'est juste le nom, Dunwich. On sait que c'est lié à la sorcellerie, on sait aussi que ça se passe dans l'univers de Lovecraft, c'est que ce film en fait serait en deux parties et constituerait avec Colorado Space une trilogie Lovecraftienne. On sait que le scénario existe, qu'il a été écrit, mais que la production du film n'a toujours pas commencé. Car effectivement, il a rencontré quelques problèmes, mais pas des moindres. Il a été accusé de violence conjugale par deux femmes il y a quelques années, et même si le procès s'est bien terminé pour lui parce qu'elles ont été condamnées parce qu'il a été avéré qu'elles ont menti. Mais bon, ça forcément, ça a sali énormément sa réputation auprès des producteurs qui ne veulent plus travailler avec lui et même son image auprès d'Hollywood de manière générale. Surtout que ça vient s'ajouter à l'expérience qu'il y a eu sur le tournage de L'île Dr Moreau, donc forcément c'est quand même trop et c'est aux yeux des producteurs qui se prennent pas trop la tête un réalisateur à éviter. Bon, certes le dénouement de ce procès ne prouve pas absolument qu'il est innocent, mais en tout cas il fait pencher la balance vers ça. Sinon s'il n'y avait pas eu de suite à ce procès ou si le dénouement avait été autre, forcément je n'aurais pas fait de vidéo sur ce mec. En tout cas je suis très curieux en ce qui concerne son prochain film Dunwich, et j'espère qu'il verra le jour. Et j'espère aussi que cette vidéo vous a plu. J'ai volontairement fait l'impasse sur d'autres métiers qu'a pu exercer le réalisateur, notamment le métier de scénariste sur d'autres films, et j'ai aussi mis côté certaines œuvres mineures de sa filmographie qui étaient quand même moins importantes et moins représentatives de son style. N'hésitez pas en commentaire à me proposer d'autres réalisateurs qui pourraient marcher avec ce format, que ce soit des vieux réalisateurs ou des réalisateurs actuels, qui n'ont pas fait forcément énormément de films et qui sont vraiment sous-cotés dans le sens où ils n'ont toujours pas eu leur heure de gloire ultime dans la culture populaire, on va dire. Et sinon sur ce, je vous dis à la prochaine.